Bien, on va passer à l'intervention suivante qui est celle de Jean-Loup Tanner de Brest qui va nous parler des facteurs de risque de complications après ostéosynthèse du radius par plaque antérieure verrouillée. Merci. Merci, Charles de l'Académie, chers confrères, de nous permettre de présenter ce travail qu'on a réalisé dans le service de chirurgie orthopédique du CHRU de Brest. Donc, nous sommes intéressés aux facteurs de risque de complications après ostéosynthèse du radius par plaque antérieure verrouillée. Alors, tout d'abord, un point sur l'épidémiologie des fractures de l'extrémité inférieure du radius. Donc, on l'a vu ce matin, elle se répartit de façon bimodale chez le sujet jeune pour des accidents à haute énergie et chez le sujet âgé pour des accidents à basse énergie, en général pour un os ostéoporotique et des chutes de leur hauteur. On constate un vieillissement de la population avec une augmentation du nombre de fractures de l'extrémité inférieure du radius. Dans 20% des fractures des sujets de plus de 65 ans concernent les fractures de l'extrémité inférieure du radius. Donc, que la prise en charge soit chirurgicale ou orthopédique, il existe un handicap fonctionnel pour le patient et un coût socio-économique. Pour avoir un ordre d'idée, il y a environ 400 000 fractures du radius aux États-Unis par an. Au niveau des thérapeutiques, donc il y a le traitement orthopédique, consistant en une immobilisation par une résine en général pour une période de 6 semaines, avec des contrôles radiographiques réguliers, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de déplacement secodaire. Sur les réseaux sociaux. On retrouve aussi un traitement chirurgical, plusieurs techniques, et on constate au cours des 15 dernières années que les ostéosynthèses sont multipliées par 2. Donc, dans les différentes ostéosynthèses, on retrouve le brochage, la fixation externe et les ostéosynthèses par plaque. Et nous allons nous intéresser aux ostéosynthèses par plaque antérieure verrouillée qui sont en augmentation. Alors, les ostéosynthèses par plaque antérieure verrouillée nous permettent d'avoir un abord du foyer de fracture pour une réduction la plus anatomique possible, des vis verrouillées qui ont une meilleure tenue dans les os ostéoporotiques, une immobilisation courte ou absente en post-opératoire, une rééducation précoce avec un retour à la vie active plus rapide et donc une diminution de l'impact socio-économique. De nos jours, il existe multiples plaques qui sont toutes comparables entre elles. Alors, dans la littérature, on retrouve des notions très importantes sur le positionnement de ces plaques. Donc, il y a Orbey qui a défini la watershed line. C'est la crête distale qui délimite la concavité palmaire du radius, comme on le voit sur l'iconographie en haut à droite. Donc, c'est la limite distale de la plaque pour ne pas franchir, pour ne pas avoir de conflit avec les tendons fléchisseurs. Song a repris cette notion pour établir une classification radiologique. Donc, lorsque la plaque ne dépasse pas la watershed line, comme sur la radiographie petit a, la plaque est considérée Song 0. Si elle affleure la watershed line, elle est considérée Song 1, et si elle dépasse cette watershed line, elle est considérée Song 2. Dans son étude, Song montrait qu'il y avait plus de rupture de tendon fléchisseur lorsque la plaque était positionnée Song 2. Donc, il y a aussi de nombreuses complications suite à cette ostéosynthèse. On peut avoir des conflits avec les tendons extenseurs lorsque les vis sont trop longues, des vis qui peuvent être intra-articulaires. On peut aussi retrouver des tendinites ou des ruptures de fléchisseurs. Alors, comme on voit sur cette échographie, le tendon qui vient frotter sur cette plaque qui est positionnée trop distale, on peut très bien imaginer donc les ruptures de tendons qui s'en suivent. Alors, l'objectif principal de cette étude était de savoir si le positionnement de la plaque influence le risque de complications dans les ostéosynthèses du radius distal par plaque antérieure verrouillée. L'objectif secondaire était de savoir s'il existait des facteurs intrinsèques au patient dans la survenue de complications amenant à l'ablation du matériel. Il s'agissait d'une étude rétrospective de 2009 à 2020, multicentrique, comprenant tous les centres publics qui exerçaient la chirurgie traumatologique du Finistère. Nous avons utilisé 6 types de plaques antérieures verrouillées qui étaient toutes comparables entre elles. 2 plaques étaient du même laboratoire car elles étaient disponibles dans un ancillaire. On a divisé en 2 groupes la population, ostéosynthèse avec et ostéosynthèse sans ablation matérielle. On a considéré en fait le critère de complication comme l'ablation matérielle, car il s'agissait d'un critère binaire, simple et fiable. On a ensuite recherché dans les comptes rendus opératoires et comptes rendus consultation toutes les causes d'ablation de matériel et on a exclu les ablations systématiques car il ne s'agit pas d'une complication mais du choix du chirurgien. Ensuite, dans les 2 groupes, on a recherché des facteurs intrinsèques aux patients tels que l'âge, la latéralité, le sexe ou le type de fracture. On a recherché un facteur extrinsèque, le positionnement de la plaque selon la classification de Song.
Donc au total, on a screené 3589 patients. On a exclu les erreurs de codage, les patients qui avaient des synthèses par plaque non verrouillées, les patients qui n'avaient pas de dossier radiologique numérisé qui nous permettait d'établir la classification de Song et les ablations systématiques. On a ensuite divisé la population en groupes osseosynthèse avec et sans ablation de matériel. Donc il a été inclus 2951 patients. Au niveau de l'âge moyen de cette population, on retrouvait 66 ans, on retrouvait 80% de femmes. La latéralité est à peu près similaire entre la droite et la gauche. On retrouvait 89% de bascule postérieure. On a classé les fractures selon la classification de Lao en fracture extra-articulaire de R3A, extra-articulaire partielle de R3B et articulaire totale de R3C. On retrouvait 2/3 de fractures articulaires, très peu de fractures articulaires partielles, car en général, elles étaient ostéosynthésées par des vissages. Au niveau du coup, positionnement de la plaque, on retrouvait 58% de plaques positionnées sur nous deux. Entre nos deux groupes, on retrouvait des différences significatives pour l'âge, les fractures selon la classification de Lao et le positionnement de la plaque selon la classification de Sung. L'analyse univariée et multivariée nous a permis de trouver des facteurs de risque de complications et d'ablation de matériel, l'âge inférieur à 62 ans, le type de fracture articulaire de R3C et le positionnement Sung 2 de la plaque. Nous avons aussi trouvé 2 facteurs protecteurs à l'ablation de matériel, le type de fracture extra-articulaire et le positionnement Sung 1 de la plaque. Au niveau des causes d'ablation, on retrouvait 17% de gènes. Donc dans gènes, c'était des gènes qui n'étaient pas très bien étiquetés dans les comptes rendus, ça peut être des douleurs, des plaques étaient palpables. On trouvait 15% de vis intra-articulaire, 14% de tendinite de fléchisseur, 13% où il n'y avait pas de raison étiquetée dans les comptes rendus. Donc, on a montré dans notre étude que le positionnement Sung 2 de la plaque était un facteur de risque d'ablation matérielle. C'est un facteur de risque extrinsèque car il dépend du chirurgien et du design de la plaque. Dans la littérature, on trouve d'autres études qui montrent une tendance à l'ablation de la plaque ou à la survenue de complications lorsque la plaque dépasse cette watershed line. Seule l'étude de Sells a retrouvé une différence significative comme notre étude, avec un taux d'ablation matérielle 6 fois plus important pour des plaques positionnées Sung 2 par rapport à des plaques positionnées Sung 0. On a retrouvé aussi 2 facteurs intrinsèques aux patients, l'âge. On a choisi comme cutoff 62 ans, car c'est l'âge de la retraite dans la fonction publique. On peut expliquer ce facteur par une demande fonctionnelle moins importante chez les sujets âgés et ou avec des patients qui ont des comorbidités importantes avec une réduction de leur autonomie. On a retrouvé aussi le type de fracture articulaire totale de R3C comme facteur de risque d'ablation matérielle. On peut aisément comprendre qu'une fracture extra-articulaire simple est plus aisée à osséosynthéser qu'une fracture communitive articulaire avec impaction comme sur le scanner qui peut amener le chirurgien à placer sa plaque très distale pour pouvoir maîtriser tous les pavés articulaires. Une des forces de notre étude est son caractère multicentrique sur une période de 10 ans avec une population de taille importante supérieure à 2900 patients qui regroupe l'ensemble du territoire du Finistère qui est composé d'environ 900 000 patients. Notre critère de jugement principal était fiable et binaire et on a comparé du matériel qui était comparable. Dans plusieurs études, on peut retrouver des comparaisons entre des plaques qui se positionnent en amont et en aval de la watershed line. Il y avait aussi des limites à notre étude. Un seul observateur a établi la classification de Sung. Pour essayer de pallier à ce biais potentiel, tous les cas litigieux ont été relus par un deuxième observateur jusqu'à l'obtention d'un accord. Par ailleurs, aussi dans la littérature, on retrouve une bonne reproductibilité inter- et intra-observateur pour ces classifications. Alors, notre critère de jugement principal était l'ablation matérielle. Donc, il y a un certain nombre de complications qui n'ont pas été prises en compte. On a considéré que si l'ablation matérielle n'avait pas été effectuée, c'est que ces complications devaient être passagères ou peu importantes pour le patient. Dans d'autres études, on retrouve des classifications entre les complications mineures et majeures avec ablation matérielle. Et pour 13% de nos ablations matérielles, on n'a pas retrouvé de cause identifiée. En conclusion, le positionnement de Sung 2 de la plaque est un facteur de risque d'ablation du matériel et donc de complications. On a retrouvé 2 facteurs intrinsèques au patient, l'âge inférieur à 62 ans et le type de fracture articulaire complète. Certains centres procèdent à l'ablation systématique de leur plaque. Ça leur permet de diminuer leur taux de complications et peut-être d'être moins attentifs sur le positionnement de leur plaque. Cependant, il ne faut pas oublier que l'ablation systématique de matériel a un coût, environ 3 500 € pour la société, souvent assorti d'un arrêt de travail pour le patient. Et il ne faut surtout pas oublier non plus que tout acte chirurgical n'est pas dénué de risque, que ce soit lié à l'anesthésie ou à l'intervention elle-même. Dans la littérature, on peut retrouver des taux de complications allant jusqu'à 10% après ablation de plaques de radius.
Le chirurgien doit faire le choix de bon matériel, il doit faire le choix du matériel le plus adapté pour le patient et le type de fracture, et essayer de positionner la plaque lorsque cela est possible de façon optimale. En identifiant les patients avec des facteurs de risque de complications, En identifiant les patients avec des facteurs de risque de complications, on pourrait procéder à l'ablation précoce du matériel pour éviter la survenue de complications. En sélectionnant avec attention les patients, on pourrait diminuer le taux d'ablation systématique et réduire le coût que cela engendre. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je veux bien y aller. Ah oui, oui, chaud. Pascal Richemont, je suis sûr qu'il s'attend à ma question. Alors, encore une fois, je suis pas orthopédiste. C'est plutôt une question d'ordre méthodologique. On a bien observé le grand déséquilibre des deux bras, et vous-même, vous posez la question au moment de votre discussion et de votre conclusion, la question qu'on se pose, pourquoi vous n'avez pas étudié un bras avec ablation systématique de principe? Puisque vous ne répondez pas à cette question. Peut-être auriez-vous vu le nombre de patients qu'il y a dans le bras de gauche, où on garde le matériel, s'il y avait une partie de ce bras pour compenser une partie de ce bras avec ablation de matériel systématique, vous auriez pu répondre à la question que vous posez dans votre conclusion. C'est une remarque méthodologique que je me pose. Excusez-moi, il faut répéter. Pas vous embêter, simplement, vous avez 1200 patients Oui. dans un bras, 200, bon, c'est simplement issu d'une évolution naturelle que vous constatez. Certains patients font des complications, donc on enlève la plaque. Oui. Il n'y a pas dans ce bras d'ablation de principe, ou bien j'ai mal écouté. Donc, et vous faites une très bonne remarque dans votre discussion en disant que finalement, peut-être que si on enlève systématiquement la plaque au bout d'un certain temps, on évitera un certain nombre de complications. Donc, vous auriez donc, en créant ce bras initialement, répondu à la question que vous posez dans votre conclusion ou à la réserve que vous émettez dans votre discussion. D'accord. Oui. Après, au niveau du Finistère, on procède très peu à l'ablation systématique des plaques, c'est pas notre école, et on ne s'attendait pas à retrouver toutes les ablations systématiques. Et en fait, on se demande justement, vu qu'on n'a pas forcément l'habitude de les enlever, est-ce que le chirurgien a des ablations systématiques pour ne pas possiblement cacher un mauvais positionnement de la plaque ou autre chose. En fait. En complément, une autre question concernant est-ce qu'il y a une réflexion sur la nature des plaques? Est-ce que ça évolue? Est-ce que le matériau de la plaque est iatrogène? Est-ce que les vis qu'on emploie sont peut-être agressives pour les tendons, pour les zones de proximité? Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'évolution du matériel d'ostéosynthèse dans ce type d'indication? Alors, surtout pour les prothèses de genoux, il existe des prothèses anti-allergiques, parce qu'il a été prouvé que, du coup, que certains patients peuvent être allergiques au matériel. Parlez dans le micro. Pardon. Pour les plaques de poignet, non, mais il y a des études qui montrent que certains matériaux peuvent être iatrogènes pour les tendons sur des études animales. Donc, on va essayer de mettre des plaques sur des matériaux composites. Est-ce qu'on va pas des matériaux, disons. Non, actuellement, c'est soit titane, soit acier. C'est acier, d'accord. Oui, beaucoup de titane ici. Oui. Est-ce qu'actuellement, vous mettez systématiquement des plaques dans les fractures déplacées de l'extrémité inférieure du radius ou vous avez conservé d'autres techniques? On a conservé d'autres techniques, mais on pousse les indications de plaques énormément. On réserve les brochages, par exemple, qu'aux sujets jeunes, parce qu'il y a beaucoup de déplacements chez les sujets âgés avec des os ostéoporotiques. Donc, ouais, c'est quasiment 90% de nos indications sont des plaques. D'accord. Parce que l'intérêt des plaques, c'est d'être sûr de restituer l'anatomie si on l'a bien posée. Oui. Et donc particulièrement chez les jeunes. Oui. Qui ont des besoins quand même qui sont supérieurs aux gens âgés. Quand même. Oui. Ben, c'est un peu... Sur les indications, justement, c'est un peu ça, parce que les indications qui restent pour le brochage sont souvent justement chez des personnes jeunes avec des corticales qui sont assez épaisses, qui limitent le déplacement secondaire. Mais après, quelqu'un de jeune a aussi besoin de retourner à la vie active rapidement. Si on fait un brochage, on met 6 semaines de plâtre avec une intervention pour enlever les broches. Si on met une plaque, on peut faire soit 2 semaines d'attel, soit pas d'attel, et un retour à la vie une fois que la cicatrice est
Eh bien, oui, avec les plaques, on commence l'auto-rééducation à J1 post-opératoire. Chez les jeunes aussi, oui. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Est-ce que, juste pour terminer, excusez-moi, je reviens sur est-ce que l'espèce d'esprit de système, c'est-à-dire qui semble prédominer, c'est le matériel est mis, on n'enlèvera pas, il n'y aura pas. Donc ça veut dire, est-ce que c'est lié au fait que vous voulez diminuer les dépenses de santé publique, augmenter finalement le nombre d'interventions? C'est peut-être un sujet, la surcharge de services, de travail pour vos services. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'on évite d'enlever les plaques après un certain temps. Oui, bien sûr. Après, un début de notre étude, c'était, on est plutôt pour ne pas trop enlever les plaques dans notre service, s'il n'y a pas de complications qui surviennent. Et c'était d'essayer de cibler justement ces patients, de cibler les patients qui pourraient être à risque de complications, de les cibler et de faire les évaluations systématiques. Maintenant qu'on a un staff traumatologie tous les matins, on regarde toutes les radios de la veille. Donc, c'est de cibler justement ces patients qui pourraient être amenés à avoir des complications. Et vous allez les suivre, les suivre sont plus précis justement pour éviter sur une complication. Et dans un autre sens, si c'est vous être publié, peut-être essayer que dans les centres d'évaluation systématique qui ont un coût pour la société, de cibler aussi des patients et de réduire leur évaluation systématique. En tout cas, bravo, c'était un très bon travail, je vous remercie. Merci.